Mohamed, alors comment d'un seul un jour tu t'es dit, je me rappelle d'ailleurs que tu en avais parlé, ça me semblait à l'époque très étonnant, je t'ai dit mais comment tu te mets dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique, mais comment tu fais C'est vraiment, merci pour cette invitation, Maria, et vraiment c'est un plaisir de parler après Laurent Alexandre, même si voilà, en parlant vraiment de choses beaucoup plus terre à terre. Et donc effectivement, moi, mon expérience personnelle était donc j'ai fait mes études de médecine, et à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un poste hospitalo-universitaire. Et on m'a dit, ah, pour faire ça, il faut absolument que tu fasses une maîtrise, et donc il fallait rentrer dans une thèse. Et je m'intéressais à l'informatique à l'époque, et donc je me suis dit, bah, tiens, on va faire une maîtrise en informatique. On m'a dit, ah oui, mais c'est pas vraiment en général, c'est plutôt une maîtrise en biologie, etc. Bon. Finalement, je l'ai fait, et ça m'a tellement intéressé que j'ai fait un DEA en intelligence artificielle, et qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et derrière, j'ai continué une thèse en biochimie structurale et modélisation des process enzymatiques. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a eu un départ sur les aspects recherche, etc., que je trouvais déjà fascinant. Et donc, petit à petit, finalement, je suis sorti du monde hospitalier pour tomber dans le monde entrepreneurial pendant une dizaine d'années en Angleterre, à Cambridge, et ensuite revenu à Paris, à l'Institut Pasteur. Et donc j'ai créé une société qui s'appelle Ariana. Et donc on s'est intéressé vraiment à cette problématique, mais de manière beaucoup plus, enfin très, très concrète, au niveau des essais cliniques. On regarde vraiment la manière dont les médicaments aujourd'hui continuent à être développés. C'est à peu près le même process qui a une trentaine d'années. En gros, vous avez votre médicament, vous allez regarder s'il n'y a pas de problème de safety, etc. Et ensuite, on teste sur des patients. Et si ça marche, on teste sur plus de patients. Et à la fin, si vous arrivez à un test statistiquement significatif, vous dites, bah, super, il y a plus de patients qui ont pris mon médicament qui vont mieux par rapport au groupe placebo. Le problème de ce process, c'est que dans à peu près 90% des cas, vous avez un échec. Et donc c'est comme si vous faisiez votre design de votre Airbus, et vous le lancez par la fenêtre et vous regardez si ça vole ou pas. Ah ben non, ça n'a pas volé. Ok, très bien, j'en fais un autre, et ainsi de suite. Et le problème est quelque part, le premier problème, et je pense c'est assez facile à appréhender, c'est que si vous regardez les personnes qui sont, chacun d'entre vous, vous regardez la personne qui est sur votre gauche, et ensuite vous regardez la personne qui est sur votre droite, a priori, vous voyez bien qu'ils sont très différents, vous n'allez pas les confondre dans la vie. Et il n'y a aucune raison, donc l'extérieur, le phénotype est très différent, donc il n'y a aucune raison que le médicament que moi je prends ait la même vie à l'intérieur que celui que les autres personnes de la pièce vont prendre. Et donc du coup, on a une diversité, une hétérogénéité qui fait que vous allez avoir des réponses différentes. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut appréhender cette hétérogénéité? Et c'est là où l'intelligence artificielle devient importante, parce que pour appréhender cette hétérogénéité, on va commencer à mesurer de plus en plus de paramètres. Et donc on va regarder donc déjà l'historique, etc. Est-ce que vous avez été malade? Qu'est-ce que vous avez eu comme pathologie? Et puis très vite, on va arriver sur des choses qui sont de tout ce qui est omique. Donc on va regarder votre ADN, et puis après on va regarder l'ARN messager, et puis comment est-ce qu'il évolue, et puis après on va regarder votre flore intestinale et tout ce qui est microbiote, etc. Et donc, du coup, on va commencer petit à petit à caractériser chaque personne avec des centaines de milliers de paramètres. Donc, tout d'un coup, on passe dans un environnement qui est assez riche en data, et comme vous l'expliquez, on n'est pas du tout armé à côté pour s'en servir. Et donc, c'est là où l'intelligence artificielle commence à avoir un impact,
en amenant des outils qui permettent d'appréhender cette hétérogénéité. Et donc, le premier business de la société Ariana, c'est de dire, je vais regarder, au lieu de tester une molécule dans un essai clinique, de recruter 1000 patients, regarder si ça marche ou ça ne marche pas, ben je vais faire des essais cliniques qui sont très riches en data, et donc je vais venir essayer de comprendre qui sont les patients pour qui ça marche. Si vous avez testé 30 patients et il y en a 2 pour qui ça marchait, pourquoi ça marchait sur ces 2 patients-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et donc l'IA va nous permettre de venir croiser des centaines de milliers de paramètres et leurs combinaisons afin de trouver des hypothèses qui correspondent à des profils de patients qui vont répondre à un traitement. On va aussi utiliser le même IA pour essayer de comprendre quelle serait la meilleure mesure de la réponse pour mieux capter la valeur du produit. Donc pour qui, qu'est-ce que je mesure? Et ensuite, si vous avez un traitement, c'est aussi de regarder, est-ce qu'il y a d'autres indications pour ce traitement? Vous savez qu'il y a un profil qui est intéressant. Est-ce que vous pourrez avoir d'autres applications pour ce traitement? Et donc c'est comme ça que l'intelligence artificielle, petit à petit, et le terme petit à petit est important, rentre dans les mœurs pour utiliser cette IA dans le design et la conception des médicaments. Et vraiment, les choses ont changé de manière très importante. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, j'ai présenté ce que je faisais dans un directeur médical d'un grand groupe qui m'a dit, mais monsieur, c'est de la torture de data ce que vous faites. Mais pourquoi? Et alors que 10 ans après, la question ne se pose plus. La question c'est montrez-moi pourquoi vous, quels sont les exemples, etc. Parce qu'on a de plus en plus, aujourd'hui, chez nous, d'exemples concrets en disant, ben voilà, je fais ça, et au lieu de mettre, en moyenne, c'est autour de 10 ans pour arriver sur le marché et 8% de réussite, ben, je vais arriver sur avoir un enregistrement en 3 ans et mes taux de succès sont beaucoup plus importants. Donc, et ensuite, vous avez l'effet de boule de neige qui fait que plus vous avez d'exemples qui fonctionnent et plus les choses se développent rapidement. Et effectivement, le coût marginal de votre plateforme qui intègre ce type de data, etc., devient de plus en plus faible. Et donc, je dirais, commercialement, votre entreprise devient de plus en plus rentable et atteint une croissance qui est très importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, on est parti du côté de dire, du côté, j'ai un produit, et donc je vais essayer de voir pour qui ça marche et comment capter sa valeur, etc. Et donc, il y a à peu près maintenant, il y a un peu plus de 2 ans, on est parti sur un problème qui est connexe. On a créé une nouvelle société qui s'appelle Omicure, qui regarde le problème inverse. C'est-à-dire, je n'ai pas un produit, je regarde pour qui ça marche, c'est dans l'autre sens, c'est j'ai un patient, est-ce que je peux faire le tri des produits qui pourraient fonctionner pour lui, pour venir les ranker et dire est-ce que celui-là marche mieux que l'autre, etc. Et donc, on est parti, donc le domaine qui est le plus actif ici, c'est le domaine de la cancérologie. Ça a été déjà évoqué. Et donc, toutes ces problématiques qui sont de dire, j'ai aujourd'hui, si je regarde les traitements existants et leurs combinaisons, etc., je vais arriver à plusieurs centaines de possibilités. Est-ce que je peux, pour mon patient, pour chaque patient, être certain d'avoir exploré l'ensemble de considérer l'ensemble de ces possibilités pour lui proposer le meilleur traitement pour lui à ce moment-là. Et donc on a commencé, nous, à intégrer les datas ADN, qui était la partie classique, mais aussi les datas d'expression ARN, qui sont plus compliquées à gérer, pour pouvoir aider dans ce choix thérapeutique. Et donc en développant un outil d'aide au choix thérapeutique, les premiers résultats ont été intéressants. Donc on a eu des résultats positifs sur un essai clinique tout petit sur 110 patients. Donc ça permet de faire une publication dans Nature Medicine, etc. Et donc là, on part dans des étapes qui sont des étapes après, c'est-à-dire essayer de généraliser l'approche, de faire des tests à plus grande échelle, etc. Et effectivement, une des barrières, c'est d'intégrer
ce type d'outils dans le système de soins. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en montrant l'efficacité du produit, mais aussi en formant les médecins à les utiliser. Donc du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on finance des médecins qui sont des post-docs, qui vont travailler avec nos outils dans les différents services hospitaliers. Donc vous voyez, on est vraiment dans la partie formation. Mais je pense que je rejoins Laurent Alexandre en disant que vraiment, aujourd'hui, c'est un Eldorado. Les choses avancent à une vitesse incroyable. Et c'est quand même passionnant de voir que l'IA, finalement, peut avoir un impact sur aussi bien la conception de médicaments que l'aide au choix thérapeutique, et dans un temps court. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie pharma, la plupart de mes collègues qui travaillaient dans l'industrie pharma n'avaient jamais vu un produit sur lequel eux, ils avaient travaillé arriver sur le marché. Et donc, finalement, l'impact de ce qu'ils avaient fait personnellement était un peu noyé dans la masse. Aujourd'hui, ce qui est vraiment excitant, c'est que chacun peut dire, quand on est dans ces domaines de data science et pharma et santé, c'est que vous pouvez avoir un impact et dans un laps de temps fini. Donc je vous rejoins pour dire que c'est une période passionnante.